bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Sport Business Squad. Votre émission bien sûr qui vous parle toujours et toujours d'économie et de management du sport. Aujourd'hui, on va parler de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, des U20, des jeunes de moins de 20 ans et de 20 ans. Ça sera une édition spéciale. Tout se bouscule, tout va se faire pour la première fois ici en spécialité, surtout qu'on a beaucoup de surprises pour vous. On revient tout à l'heure pour la présentation de nos panélistes. De retour sur notre plateau, eh bien, comme d'habitude, je suis entourée de garçons. On a 4 garçons aujourd'hui sur notre plateau. Et je vais dire bonsoir tout de suite à Francis Ndengue. Bonsoir Francis. Bonsoir Ashka, bonsoir à tous les téléspectateurs de notre belle émission Sport Business Squad et notre très belle chaîne HTV. D'accord, alors bonsoir Tatou qui est juste à côté de toi, mon Tatou Vibes. Comment tu vas? Bonsoir Ashka, ça va et toi? T'as l'air timide. Non, c'est juste... Fatigué? Ouais, c'est juste un peu de fatigue et... Bonsoir à tout le monde. Merci d'ajouter cette pointe d'humour. Alors, il n'est plus bleu, hein, lui, il est désormais un entier de notre émission. Il sera tout simplement appelé Yves Sequet. Bonsoir Yves. Bonsoir Ashka. Ça va, dans l'ensemble. Tant qu'il y a la santé, Pourquoi vous avez l'air timide ce soir? Qu'est-ce qui se passe? La timidité a du bon, mais bon, ça dépend de l'angle dans lequel on est placé aussi. Alors, je vais donc passer la parole à Francis Ndengue qui est à tes côtés. Bonsoir Franck. Salut Racha et salut à tous les téléspectateurs. Donc moi je suis pas timide. Non, c'est sûr, hein, tu ne l'es pas. C'est un jour un peu spécial pour moi, une semaine un peu spéciale pour moi. L'anniversaire et tout, vous savez, c'est pas chaque jour qu'on célèbre son anniversaire ou chaque semaine qu'on célèbre son anniversaire. D'habitude, dans les émissions que je vois en Europe, partout, c'est quand c'est comme ça, on donne le gâteau d'anniversaire. Mais comme Sport Business Squad ne pense jamais à ses, voilà, à ses consultants. Les anniversaires. Voilà. Pourtant, je me souviens bien que j'ai dépanné cette émission. Je me souviens bien que j'ai dépanné cette émission. Quand tu n'étais pas là, je pensais que je méritais au moins un cadeau. Donc je fais un peu, voilà, c'est la plainte que je vais déposer. C'est mon coup de gueule et voilà. Il est enregistré dans le coup de gueule. Bon, c'est bien, c'est normal, hein, tu dois te plaindre. Alors, on va donc tout de suite entamer notre émission avec il nous a botté en touche, mais bon, je le rebotte. Hein, et on va parler, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes de 20 ans. Un budget à la hauteur du rendez-vous. On va prendre ce reportage de nos confrères d'Africa 24 et on revient. Le Niger s'apprête à accueillir du 2 au 17 février 2019 pour la première fois la phase finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. À Niamey comme à Maradi, les acteurs intervenant dans l'organisation de la CAN U20 au niveau local sont à pied d'œuvre pour assurer le suivi régulier des différentes activités. Des travaux ont été réalisés au niveau des 2 villes devant accueillir la compétition. Pour mettre à jour nos infrastructures, pour créer de nouvelles infrastructures, c'est pas moins d'1 milliard. On a mobilisé plus d'1 milliard pour créer et réhabiliter l'existant. Donc c'est un effort énorme dans ce contexte et d'autres efforts vont continuer pour la question de restauration, de l'hébergement, mais également le transport, parce que cette fois-ci, il faut assurer plus de 18 navettes entre Niamey et Maradi. La tenue de ce tournoi à Maradi, la capitale économique du pays, va permettre au Niger d'avoir un second stade homologué par la CAF, après celui de Niamey, en vue d'accueillir des rencontres internationales de football. À Maradi, donc, il y a eu la réhabilitation du stade de compétition même, sur le plan donc des vestiaires, de certaines infrastructures qu'il fallait ajouter, notamment les vestiaires des arbitres, les centres antidopage, les salles de soins et l'éclairage qu'il fallait apporter sur le stade de Maradi. 8 équipes africaines s'affronteront au cours de cette phase finale, réparties en 2 groupes. Le groupe A, à Niamey, comprend le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les demi-finalistes de cette CAN U20 seront qualifiés pour la Coupe du Monde Junior 2019 prévue du 25 mai au 16 juin
en Pologne. Alors, 1 milliard de francs CFA, voilà ce qu'évoquait Massoud Mokhtar, le ministre nigérien des Sports. Pour cette compétition, 1 million, pour une compétition de cette ampleur, est-ce raisonnable, Francis? 1 milliard. 1 milliard. Oui, 1 milliard de francs CFA. Après, je veux dire, ça dépend maintenant. Moi, je pense que pour une compétition de cette ampleur, c'est plutôt peu quand même. Peu par rapport à ce qui se fait souvent ailleurs. Mais il faut dire quand même que le Niger n'est pas une grosse puissance économique du continent. Donc, ce qui fait en sorte quand même que 1 milliard, c'est assez raisonnable. Maintenant, après, il fallait essentiellement réhabiliter le stade de Séné Kounché de Niamey, ensuite le stade de Maradi. Et il faut dire quand même que le milliard qu'évoque justement le ministre ici, c'est essentiellement la réhabilitation justement de ces deux stades-là. Oui. Mais à côté, il y a également un gros travail, surtout au niveau de la navette. Je pense que c'est ce qui épuise même déjà le budget depuis le début de cette compétition. Parce qu'il faut dire quand même que s'il faut faire une navette entre Niamey et Maradi, c'est 600 km. Oui. Il y a juste un vol qui a été affrété justement pour les délégations dites VIP. Mais les délégations, les supporters ont véritablement du mal à se déplacer d'une ville à l'autre. Mais au-delà de ça, il faut dire également que les journalistes ont beaucoup du mal parce qu'il faut partir de Maradi pour Niamey. Et il faut dire que c'est pratiquement 14 heures à 15 heures de route pour partir de Maradi pour Niamey. Et les navettes justement qu'ont prévu les autorités par rapport à ça, c'est énorme. C'est énorme en termes de budget et du coup, ce n'est véritablement pas évident. Donc, il faut dire que 1 milliard, moi je pense que c'est très bas. Contrairement quand même à d'autres compétitions, je pense que dans cette émission, on parlait de la CAN féminine au Ghana, qui allait chercher dans les 8 milliards. Oui, mais comme tu le disais, ce n'est pas un pays c'est pas un pays qui a une grosse fortune, mais qui a quand même l'habitude d'organiser quand même des événements de ce style. Je pense qu'ils ont organisé les U17, ils ont également organisé les Jeux de la francophonie, me semble-t-il, ou les Jeux africains de 2005, je pense. Oui. Donc du coup, quand même, c'est un pays qui a plus ou moins l'habitude de ce genre d'événement. Mais maintenant, il faudrait également comprendre le contexte et tout concernant du fait que c'est un pays qui appartient à une certaine sous-région. Et donc voilà, mais moi je pense qu'1 milliard, c'est raisonnable pour un budget d'une compétition de cette ampleur. Alors donc parlons de l'investissement sur le plan local. Comment rentabiliser celui-là, Yves? Comment rentabiliser? Oui. C'est délicat de l'expliquer en quelques phrases. Comment rentabiliser 1 milliard donné à une compétition de football. Sur le plan local. Sur le plan local, déjà il faut comprendre que rentabiliser à très court terme, c'est parfois très difficile pour ce type de pays. Pourquoi? Simplement parce que l'impact va d'abord se voir au niveau du ratio coût-bénéfice. Et en général, le ratio coût-bénéfice, le débit n'est jamais égal au crédit. Donc, on en amène directement dans les fonds. Maintenant, c'est les externalités positives, l'aménagement du territoire, ce que ça va apporter après, sur du moyen terme, qu'on va voir si effectivement ça a été rentable ou pas. Il y a plein de risques parce qu'il peut avoir l'effet escompté, beaucoup de visiteurs, beaucoup de tourisme, mais ça peut être trompeur. Pourquoi trompeur? Trompeur, en économie, il y a tellement d'effets, comme je peux les appeler d'effets contradictoires. Donc, c'est des effets illusoires. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de l'effet Cobra, des solutions qu'on met en place qui, au final, a apporté plus de problèmes que toute autre chose. Dans ce cadre précis concernant le football, par exemple, ça va attirer, ça c'est l'effet d'éviction, ça va attirer certains visiteurs, mais les visiteurs qui voulaient visiter le pays, mais qui ne sont pas amateurs de football, par exemple, eux vont plutôt se voir éloignés parce qu'ils ne veulent pas visiter le pays avec les embouteillages, tout ce qui est lié au tracas de la compétition. Donc, c'est souvent à double tranchant et ce n'est que sur du moyen terme qu'on peut analyser la rentabilité. Avant, ça peut s'étudier de façon prévisionnelle, mais vraiment, dans l'ensemble, c'est ça, c'est compliqué. On parle donc sur le plan local, comme Yves est en train d'essayer de l'expliquer en quelques mots, vu qu'il a dit que c'était vraiment grand, ça doit être grand. Francis l'a dit, c'est un pays quand même qui n'a pas une forte économie. Comment est-ce qu'on peut pérenniser cet investissement, Francis? Déjà, c'est qu'il faut comprendre que les investissements dans le football, notamment en matière d'événementiel sportif, pour le cas spécifique des pays africains, ce sera
vraiment illusoire, comme le dit, pas de rentabilité dans le sens économique du terme. Maintenant, il faut plutôt utiliser les termes qui sont appropriés pour ce genre d'investissement, dont on retourne sur l'objectif. Dans le dit que l'objectif peut être social, il peut être communicationnel, il peut être marketing pour un pays. Exactement. À partir de ce moment-là, il faut donc être capable de pouvoir analyser l'investissement et identifier exactement quel était le projet initial pour le gouvernement qui peut être ordonnateur de dépenses pour le cas spécifique d'une compétition comme la CAN U20. Bon, maintenant, en termes de retour, oui, le ministre parlait de refaire des stades. Ça encore, ça peut avoir un impact très positif, mais maintenant alors à une rentabilité à très long terme sur le football. Si on se dit que pour qu'on puisse développer le football, qu'on puisse avoir un football compétitif à l'échelle du continent, il faut que cela nécessite certains investissements comme des réfections de stade, par exemple, qui sont budgétivores pour ce type de pays. Surtout si c'est un pays qui est un pays de football. Oui, le Niger. Sans vouloir heurter quelqu'un, ce n'est pas un pays de football au sens strict du terme, comme on parlerait de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, qui sont dans la même sous-région, par exemple. Je ne veux pas évoquer le Cameroun parce qu'il peut être encore beaucoup plus loin du Niger. Mais c'est un pays qui veut se positionner comme un des grands pays de football. Par conséquent, il faut faire un ensemble d'investissements comme dans le football. Parlant de rentabilité, pas avoir encore notre effet levier parce que tout cela va ensemble. S'il faut déjà avoir un stade de football, l'incidence est qu'on peut dire acquis les matchs internationaux. Maintenant, le contexte des matchs internationaux va amener l'État à faire notre type d'investissement, toujours dans la chaîne logistique, par exemple, investir dans les hôtels, investir dans les transports, avec l'idée que si on veut organiser un match international, il faut faire un ensemble d'investissements. Maintenant, il faut aussi que cela épouse l'assentiment des élus locaux qui peuvent être des députés, par exemple. C'est eux qui sont en charge de voter des budgets. Maintenant, du moment où on a un stade, ça devient plus facile de convaincre à l'Assemblée générale de défendre un projet de construction d'un hôtel 4 étoiles avec l'objectif qu'on va à terme... Mais ce sont des projets visibles, mais dont la rentabilité ne peut pas se mesurer à très court terme. Et maintenant, à l'échelle parfois du PIB, après avoir aussi mis un ensemble d'investissements, tous ensemble, parce qu'un stade de football en lui ne peut être rentable sur le plan économique que si on ajoute à côté des investissements comme des routes, des hôtels et des hôpitaux, tout ce qu'il faut pour qu'un spectacle de football puisse être organisé. Bon, maintenant, avec le fait que il y a un football qui va se développer, ça c'est le côté positif de la chose, mais personnellement je pense que l'Afrique aujourd'hui devrait déjà aller vers ce type d'investissement. Après, comme disent les experts en marketing, le prestige n'a pas de prix. Si le Niger, excusez-moi, veut aller à la cour des grands, il faut multiplier ce type d'investissement. Donc pour moi, un milliard, c'est dérisoire. Mais il faut dire d'abord... C'est pas mal. Il faut dire d'abord faire 1 milliard pour avoir les moyens ou bien encore les arguments pour pouvoir convaincre de lui de valider encore un projet encore beaucoup plus grand. Alors, avant de te passer... Juste un ajout. Et voilà, parce que quand on parle également du milliard, il faudrait qu'on puisse comprendre. 1 milliard, c'est quoi? C'est 500 millions de dollars. Et il faut dire que le PIB aujourd'hui du Niger est estimé à 8,12 milliards de dollars. Donc quand on fait quand même le ratio, on se dit quand même qu'ils ont vraiment puisé dans les ressources pour pouvoir quand même comprendre. Pour un pays comme ça, c'est quand même louable. C'est lourd. Alors, d'une façon générale, il faut comprendre que 1 milliard par 1 milliard, plus d'argent ne viendra jamais régler le problème d'argent. Il faut se concentrer dans la gestion. Donc ça sera la capacité à bien gérer ce 1 milliard de dollars. Et ils vont de francs CFA, pardon, ils vont nous donner une compétition de tenants. On va donc parler de gestion et je vais poser la question à Pierre. Quel impact du point de vue économique et humain pour l'Afrique de l'Ouest? Ben déjà, il faut comprendre que une compétition comme celle des U20 est la compétition l'une des compétitions la plus importante pour les managers de football. Ça veut dire que si vous allez au Niger aujourd'hui, vous allez trouver pas mal de managers de football, pas mal de recruteurs, pas mal d'agents de recrutement. C'est là qu'on cherche les pépites alors. En réalité, parce que c'est le bon âge en fait. C'est le bon âge pour dénicher le talent, pour l'enrôler dans une équipe et avoir une garantie de retour sur investissement. Donc vous comprendrez que pour l'Afrique,
et principalement pour l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'au niveau de la compétition, elle est la plus représentée, sauf si je me trompe. Voilà. Donc vous comprendrez que au niveau du marché des transferts, l'Afrique de l'Ouest va forcément rentabiliser, parce que au sortir de cette compétition, vous aurez beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements de joueurs. Oui. Si ce n'est directement, ça peut être d'ici la période du mercato. Donc ça va se faire. Maintenant, au niveau l'autre pan économique que moi je peux soulever ici, c'est que vous avez beaucoup de touristes, oui, des journalistes qui entrent aussi dans le pays. Oui, parce que vous savez, quand il y a une compétition comme celle-là, c'est pas uniquement parfois on n'arrive pas à définir qui entre. Mais il est important de dire, au-delà des professionnels qui vont pour le boulot, oui, il y a d'autres personnes qui vont parce qu'ils sont passionnés, ils sont fans. Oui. C'est comme si, je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui préféraient aller en vacances quand il y a un événement dans leur pays que d'aller en vacances quand il n'y a rien. Exactement. Vous comprenez un peu. Oui. Donc, et puis après, vous avez des pays sensiblement mieux développés que le Niger, autour du Niger, où les gens ont quand même un pouvoir d'achat assez important, qui peuvent se permettre d'aller un week-end, voir un match. Bon, maintenant, au niveau régional aussi, ça pourrait permettre au Niger de souffler aussi, parce que vous savez, quand un pays organise une compétition comme celle-là, c'est parce qu'elle va aussi se faire, c'est une question de prestige aussi, hein. Exactement. Elle va aussi se faire une place dans le Conseil des Nations. Donc, ça fait en sorte que le Niger commence à être important dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu. Au niveau humain, ça va évidemment mobiliser une force, parce qu'il faudrait pas dissocier le côté humain et le côté économique. Parce que ça va de pair. C'est vrai que ça va de pair, mais maintenant, sur le plan économique, il faut dire que la masse économique pourrait quand même être porteuse. Grâce, c'est vrai que c'est pas très dissociable, parce que ce soit l'aspect humain qui amène le plan économique, mais la masse économique est quand même importante. Oui, parce que quand vous avez une compétition comme celle-là, vous savez, il y a souvent ce qu'on appelle les salariés, et après il y a ce qu'on appelle les volontaires. Même si les volontaires ont souvent ce qu'on appelle un token, un bonus ou un per diem et tout ça là, ça permet quand même d'embaucher pas mal de personnes. C'est vrai. Vous voyez, on a quand même 8 équipes représentées, on a 2 groupes. Donc, ça fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnel qu'il faut mobiliser. Exactement. Et vous avez des chaînes de télévision qui envoient, je ne sais pas si HTV a envoyé des correspondants, mais vous avez des chaînes de télévision qui envoient des correspondants. Vous voyez, en fait, en termes d'humain, il y a de la main-d'œuvre. En termes d'économie, il y a des rentrées, il y a des dépenses. Donc, ça fait que c'est... Oui, vas-y. Oui, juste un élément, dire que voilà, l'avantage quand même qu'on a avec la zone CEDEAO, c'est que c'est une zone où on a véritablement la libre circulation des biens et des personnes, contrairement par exemple à la zone CEMAC où c'est plus complexe et tout. Mais dans la zone CEDEAO, il y a une libre circulation des biens et des personnes, ce qui fait en sorte que, comme il le disait tout à l'heure, les Ivoiriens n'ont pas de problème pour rentrer au Niger. Il n'y a pratiquement pas de problème de visa lors de cette compétition. C'est l'une des rares compétitions en Afrique où vous n'avez pas de problème de visa. Le seul, parce que les 6 pays déjà qui prennent pas, tous les supporters, tout le monde peut entrer sans visa. Mais il faut également dire qu'il y a un accord qui existe entre l'Afrique du Sud et le Niger, ce qui fait en sorte que les ressortissants ou les supporters de l'Afrique du Sud n'ont pas de problème. Le seul souci peut-être c'est le Burundi, mais je pense qu'il y a des moyens qui ont été mis sur place pour que les supporters du Burundi puissent prendre leur visa à l'aéroport. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a une véritable circulation dans la zone CEDEAO qui permet véritablement que ce championnat soit relevé et qu'il y ait de la mobilisation. La force économique, selon toi, la force massive économique. Justement, c'est là où je voulais en venir. La libre circulation ne garantit pas l'entrée de l'argent. En fait. On est d'accord. Il faut comprendre que il y avait déjà libre circulation à la base, c'est ce qu'on appelle de l'effet de substitution. Donc ça veut dire que cette personne avait l'habitude déjà d'aller dans le pays, soit peut-être pour consommer un hôtel, ou soit pour consommer une compétition. Non, ce qui va réellement apporter de la valeur ajoutée, c'est ces injections monétaires vraiment externes. Exactement, c'est ce que je demande. C'est vraiment externe. Donc maintenant, si tu as quelqu'un qui a déjà l'habitude d'aller au restaurant et au lieu d'aller au restaurant, il décide d'acheter un ticket du stade, il n'y a aucune valeur ajoutée. Hein. Alors, Yves nous a parlé de l'impact économique. Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Oui,
À mon avis, je pense que si on refait un débat par rapport à un retour sur investissement dans des incidences économiques par rapport à cet événement du point de vue du Niger, je pense que ça sera un peu biaisé. Tout ce qu'a dit Yves et Franck et puis Tatou à ce sujet intéressant. Mais seulement, il faut qu'on soit réaliste. Moi, je dis, le Niger ne peut pas attendre des retours. Et d'un retour sur investissement vis-à-vis de cet événement dans la simple mesure que, premièrement, l'événement se situe en période de travail. Tout le monde est occupé, même au Niger, on travaille. J'imagine qu'il y a des Nigériens qui ne vont pas suivre la compétition du fait de leur boulot. Ils vont rentrer peut-être à des heures qui ne permettent pas d'aller au stade, et puis il y a le travail demain. Tout cela a un impact sur le mouvement, par exemple, de RC des billetteries. Autre chose, c'est que le Niger n'est pas un pays par tradition, un pays de tourisme, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Égypte qui ont déjà par leur économie et leur structuration un pouvoir, une attractivité sur le plan touristique. Maintenant, on devra essayer de compter avec des médias, d'abord compter sur le plan régional avec des 6 pays de la sous-région qui sont engagés à ce tournoi, qui eux pouvaient trouver l'intérêt à envoyer des médias couvrir, des journalistes et tout le reste, mais penser que les touristes, des simples touristes, genre je paye un billet d'avion pour aller couvrir, pour aller suivre une compétition de U20, on n'a pas encore ce niveau-là en Afrique. Même qu'en Europe, ce n'est pas ce sur quoi on veut gagner de l'argent. En revanche, je pense que le meilleur retour positif pour le Niger sera sur le plan de l'image. D'abord, ça va permettre d'avoir un temps d'audience, le temps d'une semaine, 2 semaines de compétition au Niger. La presse va en parler. C'est déjà le cas, parce que la compétition est on va faire des articles et un contenu rédactionnel assez important avec le nom du Niger. La preuve, on en parle aujourd'hui. La preuve, on en parle aujourd'hui, voilà. Il y a un impact positif. Maintenant, l'autre impact positif serait simplement l'héritage de la compétition. On a évoqué des milliards, 1 milliard, des centaines de millions engloutis dans le champ des infrastructures. Ça, c'est positif. Ça peut permettre de structurer un championnat localement. Donc, on pense que si on veut faire un débat sur le potentiel économique de la CAN U20, ça sera un peu illusoire, ça va un peu tromper le peuple. Mais en revanche, en termes de prestige, comme je l'ai dit, le prestige n'a pas de prix. Il est toujours intéressant pour des pays comme cela d'organiser ce type d'événement. D'abord, comme en banque d'essai, c'est-à-dire qu'on s'essaye avant de postuler à quelque chose de beaucoup plus grand. À partir de ce moment-là, on pourra parler naturellement de retombées économiques beaucoup plus importantes. D'accord, alors on va dire que le football est pris dans les pays africains en général comme un facteur de développement. Et le Niger, bien sûr, l'a vu aussi comme ça. On va prendre ce reportage de Yolen Etouké et on revient. Il faut parfois évoquer le passé pour comprendre le présent. Le Niger a accueilli les Jeux de la francophonie en 2005, les Jeux de la Sinsad en 2009, la CAN U17 en 2015. Donc il y a quand même des acquis historiques que nous avons et sur lesquels nous allons nous baser pour réussir ce défi organisationnel. Des acquis sur lesquels le Niger peut s'appuyer pour relever le double défi qu'il s'est fixé. Celui de réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, dont il est hôte cette année, mais aussi de porter haut les couleurs du pays sur le plan sportif. Nous avons une génération de joueurs qui est en train d'arriver tout doucement à maturité. C'est le même groupe, le même noyau qui était à la CAN des cadets en 2017, à la Coupe du Monde en 2017 en Inde, et qui a monté en grade 2 ans après pour être junior, pour être moins U20. Donc là aussi, avec quand même la bonne campagne de préparation que nous avons connue, nous espérons que nous pouvons vraiment avoir des résultats satisfaisants, c'est-à-dire se qualifier pour la Coupe du Monde, être demi-finaliste donc, et pourquoi pas remporter le trophée. Depuis le 2 février 2019, les villes de Niamey et Maradi sont le théâtre du grand rendez-vous du football africain dans la catégorie des juniors. Pour accueillir les 8 équipes africaines qualifiées pour la phase finale de la compétition, 2 stades ont été choisis. Le stade général Séni Kountié de Niamey, doté d'une capacité de 35 000 places qui répond aux normes internationales. À Maradi, la capitale économique du Niger, le stade qui accueille les rencontres du groupe B a lui une capacité de 10 000 places. Pour réussir l'organisation de la CAN des moins de 20 ans, les autorités nigériennes ont mis les bouchées doubles. D'abord sur le plan de rotation entre Niamey et Maradi, distante de près de 660 km,
le gouvernement a mis à la disposition de quelques privilégiés en vol spécial. Un avion qui était là pour la rotation, mais qui est principalement réservé aux officiels, notamment de la CAF, aux délégations des équipes, les partenaires de la CAF, les officiels et autorités nigériennes. Mais on va voir selon les matchs, selon les déplacements, la possibilité d'avoir quelques places pour les médias. Tout le monde évidemment ne sera malheureusement pas servi, mais nous allons voir ce qu'il serait capable, ce qu'il serait possible de faire. L'accès à Internet pour les médias a lui aussi été facilité. En ce qui concerne la connexion Internet, vous savez que c'est un outil qui est désormais nécessaire. C'est évidemment un point d'honneur que nous avons à permettre une parfaite connexion à tous les utilisateurs, à tous ceux qui sont à cette canne pour travailler, notamment d'abord les journalistes, mais aussi les officiels de la CAF. L'accent a été mis en place au niveau de la presse. Ainsi donc, la tribune de presse sera connectée, la salle de presse évidemment, et donc il n'y a aucun souci à ce sujet. On a travaillé avec un opérateur local qui a fourni les connexions Internet aussi bien à Niamey qu'à Maradi. Donc sur ce plan, vraiment, on ne se fait aucun souci. On va croiser le doigt pour que techniquement tout tient la route. En tout cas, ils nous ont mis les mégas nécessaires pour que cet aspect soit couvert. Pays en pleine mutation infrastructurelle, le sport pourrait bien être le catalyseur qui permettrait au Niger d'atteindre plus rapidement la vision moderniste qui s'est installée depuis que le MENA a pris la décision de s'envoler avec pour objectif de s'imposer en Afrique. Alors on l'a vu, on a bien compris que le développement est en train d'entrer au Niger. Niamey, 35 000 places, Maradi, 10 000 places. Comment évaluez-vous à ce jour la mobilisation et surtout l'impact marketing des compétitions et de la compétition dont on parle aujourd'hui, les U20, Franck? Bah, moi, je pense que, et ça c'est un petit souci que j'ai au niveau de la CAF. J'ai l'impression qu'on a vraiment maximisé sur les cannes seniors. Et quand je dis même les cannes seniors, c'est essentiellement la canne senior masculine. Parce qu'au niveau marketing, on a l'impression, enfin, du moins, l'impression qu'on a toujours, c'est que ça se vend pas assez. Aujourd'hui, on en parle. On n'entend pas trop parler. Nous, aujourd'hui, on en parle parce qu'on est une émission qui est spécialisée dans cela, mais très peu en parlent. Mais parce que justement, et quand on voit même au niveau des sponsors, on n'a que Total par exemple. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde la plupart des namings même du tournoi, c'est-à-dire le meilleur buteur, ceci, ce n'est que Total, ce n'est que Total. Et on a l'impression que soit alors le sponsoring est très cher, et ce qui fait en sorte que les sponsors locaux ne veulent pas venir, soit alors la compétition n'est pas bien vendue et peut-être les sponsors ne viennent pas. Moi, j'opterais plus pour la première option. J'ai eu l'occasion quand même de regarder souvent les tickets sponsoring de Lagardère, qui justement est en charge de tout ce qui est gestion d'image et gestion marketing des compétitions CAF. J'ai souvent l'impression que c'est bien au-delà du pouvoir d'achat entre guillemets. Ça veut donc dire que les sponsors, c'est pas qu'ils ne veulent pas venir, les sponsors locaux, oui. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure, vous prenez un pays comme le Niger, avec un PIB de 8,12 milliards de dollars. Donc vous voyez quand même que l'entreprise qui va générer c'est difficile déjà pour une entreprise de pouvoir dégager un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard. Exactement. Par exemple. Et donc si vous leur dites ok, le ticket d'entrée par exemple pour être sponsor il faut 500 millions, c'est-à-dire pratiquement ce sera compliqué pour ces entreprises là de pouvoir venir. Moi je pense qu'il faudrait qu'on trouve en Afrique, tout au moins dans ce qui concerne les compétitions intermédiaires, des formules qui puissent permettre aux sponsors locaux vraiment de pouvoir également je sais que ça ne rapporterait pas grand chose dans les caisses de la CAF au vu par exemple de ce que rapportent les gros sponsors comme Total, Orange et consorts, mais je pense quand même que ça permettrait tout au moins au COL, c'est-à-dire au comité local d'organisation, de pouvoir quand même souffler financièrement. Donc il faudrait que la CAF trouve vraiment une véritable formule pour permettre vraiment aux sponsors locaux Est-ce que tu penses, Yves, que ça pourrait justement, si on parle des sponsors locaux, est-ce que donner l'opportunité aux sponsors locaux de s'exprimer dans ce genre de compétition pourrait motiver le PIB du pays en question, le pays organisateur? Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas l'opportunité. Il a dit que c'est assez élevé pour eux. Avec ce que Franck disait, comment une compétition qui a 1 milliard à l'organisation de France CFA, le ticket d'entrée, tu as dit, on est à 500 millions. Je n'ai pas les chiffres exacts du ticket d'entrée, mais généralement, Lagardère ne met pas ses prix à la bourse quand même. Voilà, façon de dire que financièrement, c'est une irrégularité.
Et ça, n'a pas de sens. La compétition en elle-même coûte un certain montant. Et comment Ticket même si c'est un sponsor, même si c'est la grande société, c'est vraiment en fonction du coût total de l'organisation. Donc je ne comprends pas comment, on va dire, sponsoring et tout, logiquement, ça devrait être ouvert aux locaux, vu même le montant que ça coûte. Avec 35 000 places quand même pour un stade, je pense que à des prix aussi élevés, 35 000 places pour le stade de Niamey et Maradi, 10 000 places, c'est quand même énorme pour demander à un fan de venir. S'il faut dire un mot par rapport au sponsoring, moi je dis l'intérêt du sponsor dépend principalement de deux éléments. Le niveau de médiatisation de l'événement et qui aussi est tributaire du plateau sportif. Ce que j'appelle plateau sportif, ça veut dire quoi? Si vous avez un tournoi, vous savez qu'au moins, si en Afrique on avait un U20 qui était africain, qui jouait par exemple à Liverpool, et qui faisait l'objet d'une grande exposition médiatique et d'une grande attraction, il pourra permettre aux sponsors de trouver un élément fédérateur. Donc il n'y a pas d'élément attractif selon toi? Moi je dis encore, il n'y a pas d'élément attractif sur le produit. Qui pourrait attirer un sponsor local? Pas nécessairement attirer un sponsor local. Le sponsor a des arbitrages à faire, comme, il faut le dire comme ça. Il y a d'abord son ambition marketing, son ambition commerciale. Maintenant, il doit faire un arbitrage par rapport à ce qui pour lui est prioritaire. Ça ne veut pas dire que les sponsors qui ne viennent pas pour l'événement U20 ne s'engagent pas sur les opérations publicitaires sur le plan local. Mais simplement, est-ce qu'il y a une adéquation entre ces objectifs et ce qu'il peut avoir en termes de budget? Même si je pense que le football de plus en plus commence à avoir des connotations oligarchiques. C'est-à-dire que vous avez un gros sponsor qui paye gros. Enfin, je veux dire, les agences profitent. La loi du plus fort, on va dire. La stratégie des agences aujourd'hui est payer gros et moins de contrats, je dirais. Faire le follow-up de 12 contrats pour un événement, c'est aussi extrêmement budgétivore pour une agence qui gère les droits comme Lagardère par exemple. Alors, du coup, il est préférable d'avoir deux sponsors qui peuvent arriver au prix et qui permettent d'éponger. Donc je pense que pour être parfaitement d'accord avec lui que la CAF doit faire des arbitrages, mais après, il faudrait aussi, le premier élément d'investissement qu'on doit faire, c'est travailler au niveau des médiatisations du championnat et d'arriver à attirer davantage, soit les binationaux qui bénéficient d'une grande exposition en Europe, qui peut permettre à certains sponsors de s'associer. Si on prend les 8 pays qui sont engagés, on va chercher très peu de stars du genre Mohamed Salah, il y a très peu des U20 qui sont des méga stars comme Kylian Mbappé l'a été avant cet âge. Donc il faut dire que le U20 c'est exactement l'âge de Kylian Mbappé. Mais si on cherche en Afrique, on ne va pas trouver des joueurs qui bénéficient de la même exposition que Kylian Mbappé. Donc du coup, il y a un peu d'intérêt pour des marques de s'associer. Ok, je pense que je vais te passer la parole à Pierre. Maintenant, je vais pourtant toucher sur ce que tu as dit. L'édition dernière, on parlait de ça, de mettre en avant ces joueurs. Je pense que c'est à nous les pays africains, de pouvoir mettre en avant nos joueurs pour avoir cette attractivité-là ou cette attraction. Et est-ce que les sponsors puissent s'intéresser quand même, Pierre? Oui, en fait, il faut dire que la dernière fois, justement, j'ai évoqué, nous avons discuté sur le fait que après un match, que les journalistes courent généralement vers le président du club pour avoir les extras. Voilà, c'est pour avoir un commentaire XYZ, alors qu'il y a un joueur qui a marqué 2-3 buts, qui a eu une position de balle ou alors qui a fait des exploits pendant le match. Donc l'idée c'est de mettre en valeur et de mettre en avant les talents. C'est-à-dire le président du club est talent parce qu'il sait comment gérer un staff, il sait où chercher de l'argent, comment faire ici. Mais le véritable produit du football, c'est le joueur. Exactement. C'est le joueur. Donc, il faudrait qu'on arrive à mettre en avant les joueurs pour en faire des véritables stars. Si aujourd'hui, je prends un exemple sur le Cameroun, si aujourd'hui, tout à l'heure, on discutait en off avant que l'émission ne commence, il y a un gamin qui a marqué 3 buts pendant la première journée du championnat camerounais. Mais si vous me posez la question, de savoir si à la maison mes enfants connaissent le nom de ce joueur-là, je dis non. C'est à toi de leur dire. Non, mais moi je vais leur dire. Mais le truc c'est que moi je vais leur dire.
Mais c'est pas moi la télé qui regarde tous les jours. C'est vrai. C'est pas moi l'émission radio qu'ils écoutent tous les jours. Ça, mais si Kylian Mbappé marque 3 buts, ou alors si un joueur X marque 3 buts, un joueur de Sedan marque 3 buts, on va faire le buzz. Donc maintenant, pour revenir au niveau de la compétition, moi je dis toujours, il faudrait que, je connais pas trop bien la politique de Lagardère, mais il faudrait bien que Lagardère arrive à travailler avec des agences au niveau local, à chaque fois qu'il y a une compétition. Parce que vous savez, on a souvent l'impression de maîtriser la chose quand on ne vit pas dans un pays. Alors, il y a une compétition quelque part. Lagardère, évidemment, va envoyer des prospects, venir voir, identifier quelle compagnie peut nous aider. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a plus de 500 compagnies qui ont un certain nombre un chiffre d'affaires. Et généralement, on va à la direction des grandes entreprises pour négocier avec ces gens-là. Mais il y a des compagnies, il y a des startups qui veulent se positionner sur l'échiquier publicité. C'est-à-dire, je prends un exemple de Elon qui a levé 1,3 milliard d'euros, je pense. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros environ. 1,3 milliard environ. Ouais. Vous pensez que ce monsieur-là ne veut pas faire de publicité? C'est-à-dire que s'il y a un événement au Cameroun, forcément il va vouloir faire la publicité sur son drone. Exactement. Si Lagardère ne se rapproche pas d'une agence comme Onco, Six Sports, Tattoo Vibes et autres, ils ne seront peut-être pas au courant qu'une structure comme celle-là existe. Mais ça, je vous disais, la semaine dernière, c'est aussi à vous d'aller voir ces personnes comme ça. Attendez, le truc c'est quoi? C'est que, vous savez, si moi j'ai un contrat, Franck Gislain Ongene a eu un contrat à travers sa compagnie avec la FECA Basketball. Franck, qu'est-ce que Franck a fait? Il dit, il met sur une plateforme où il y a des agences de marketing sportif, il dit, les gars, j'ai ce contrat, je ne peux pas bosser seul. Vous voyez un peu. Franck serait resté et il y a une compétition à, je sais pas, Bamenda. Et Franck serait allé à Bamenda, commencer à faire X, Y, Z. Mais s'il y a une agence à Bamenda, qui connaît, parce que vous savez aussi en affaires, généralement on fait des affaires avec ceux qu'on connaît. Hein. Pas forcément c'est le meilleur produit, c'est généralement ce qu'on connaît parce qu'on a même inconsciemment la volonté de faire confiance à la personne qu'on a en face de lui. Exactement. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si la Lagardère arrive au Cameroun, on a la CAN 2021, c'est aussi un appel. Hein, on a la CAN 2021, la Lagardère dit ok, moi je vais recenser une vingtaine d'agences. Et je vais voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et généralement, en agence, on est payé sur un prorata d'apport. Vous voyez un peu. Donc, oui, maintenant au-delà de ça, il faudrait aussi que le package soit aussi adapté au niveau c'est-à-dire au marché local. Parce qu'on ne peut pas vendre un package au Nigeria à 500 millions d'euros ou de dollars ou à 1 million de dollars. Et vendre le même package à $1 million au Niger. Il y a quand même une incongruité. Justement, il faut contextualiser. C'est clair qu'il faut contextualiser selon la masse, comment on dit, on va dire le PIB ou le budget. Selon la compétition. Il y a qui l'a dit un truc tout à l'heure. Il faut contextualiser. Je vais chuter s'il te plaît. Il faut contextualiser en fonction de la compétition. En fonction du pays où la compétition, avec le host. Donc il y a tout ça qu'il faut. Pouvoir d'achat sur. Oui, en 2 secondes avant de te passer la parole, Yves, je pense en 2 secondes. Ce qu'il faut comprendre entre la stratégie des agences comme Lagardère, c'est premièrement, il est proscrit chez eux dans leur process par intermédiaire, privilégier les relations avec le client. Maintenant, il y a une autre contrainte. Premièrement, quand on parle de droits TV, il faut aussi comprendre qu'on les achète. Le droit marketing. Les droits marketing et le droit TV, on les achète auprès de la CAF. Exactement. La CAF a ses contraintes. Le prize money des équipes, gérer des contraintes logistiques et tout le reste, tout cela a un coût. Maintenant, il va falloir que le gestionnaire des droits puisse d'abord satisfaire les exigences de la CAF qui sont aussi un peu élevées. C'est-à-dire que si vous voulez organiser un événement à la terre africaine, n'allez pas demander à quelqu'un de payer un ticket de sponsor de 500 000 francs. Mais il pourra pas, il ne s'en sort pas. La CAF ne s'en sort pas, la Lagardère ne s'en sort pas non plus. Donc moi je dis, tout ce qu'il faut simplement, c'est éduquer les entreprises, leur dire il faut investir massivement dans le produit. Maintenant, il faudrait que la CAF d'abord travaille sur la capacité. Non, attends, Yves avait quelque chose à dire par rapport à ça. Quelque chose à ajouter de façon vraiment plus macroéconomique. Parce qu'il y a plein de contradictions. En même temps, on dit aux pays africains, le seul moyen de se développer économiquement, ça passe automatiquement par la sous-traitance. Beaucoup de pays d'Afrique, c'est ça. Mais en même temps, on ne veut plus justement de ces PME de se mettre en avant, il faut choisir.
Il faut choisir. On te dit, en Afrique noire, de beaucoup de pays, c'est indispensable de passer par des sous-traitances à travers les PME, ne serait-ce que pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Oui. Alors pourquoi on pense que ça devrait être exclusif à certains secteurs et pas à d'autres? Mais pourquoi exclusif? Il faudrait bien qu'il y ait, une sorte de partage quand même. Moi, en fait, je veux dire que peut-être même il peut y avoir des entreprises localement qui peuvent prendre le risque, mais qui ne comprennent pas toujours la compétition. Moi, je prends un cas simple. Pour préparer cette émission, il fallait bien qu'on puisse se documenter. Bien sûr. Moi, j'ai pas pu avoir un seul document sur la toile, par exemple, un document PDF. Par exemple, aujourd'hui, c'est la norme. Lorsqu'on a des compétitions un peu comme la Tropical Amissa Bongo qu'on évoquait la saison dernière, vous avez un dossier marketing. Exactement. Mais vous trouverez difficilement le dossier marketing d'une CAN sur Internet. Pourtant, c'est censé être considéré comme mineur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On ne devrait pas atteindre ce niveau-là. Moi, tout à fait, voilà, les chiffres. Je pense qu'il faudrait. Moi, ce que je dirais, par exemple, quand vous prenez, on vous dit, OK, le Niger aujourd'hui, c'est un exemple. On vous dit, le Niger, par exemple, c'est 14,9 millions d'habitants. Vous savez que si c'est 14,9 millions d'habitants et que je veux faire une action d'activation, le stade, par exemple, de Niamey, 35 000 places, si je veux faire une activation, je sais que je peux toucher potentiellement 30 à 35 000 personnes. À Maradi, 9 à 10 000 personnes. Donc, mais si vous n'avez pas ces chiffres à l'avance, c'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça que je dis, parfois, on peut même sous-estimer les sponsors. On peut même avoir des sponsors que je dirais être, par exemple, des sponsors panafricains. Vous prenez un exemple comme une marque comme Coca-Cola. Vous savez que si je suis Coca-Cola à Abidjan, je peux être Coca-Cola Niamey. Ça ne dérangerait pas. Je peux activer sur Niamey sans avoir peur. De toute façon, le marché de la CEDAW est assez ouvert. Donc, mais vous ne pouvez pas, le sponsor il ne viendra pas simplement parce qu'il ne connaît pas la compétition, il ne connaît pas le potentiel de la compétition. Moi, j'inciterais plus la CAF justement à ventiler la documentation, ventiler les chiffres, mettre à la disposition justement voilà, pour qu'on puisse quand même savoir que ok, je peux ne pas avoir peut-être le budget, mais quand même en fonction de l'importance de la compétition, voilà comment je peux me mouvoir, voilà. Et donc je me dis, il faudrait justement accentuer à ce niveau-là. Je vais rester avec toi, Franck. On a parlé de faire confiance, d'avoir de la transparence. Ils ont donné la transmission médiatique au CIS Culture Info Sport, qui est détenu par Mamadou Antonio Soare, qui est le président de la Fédération guinéenne de football. C'est quand même un exploit. Enfin, pas pour moi, pour connaissant quand même Antonio Soare, il faut dire que c'est un mastodonte d'aujourd'hui du football en Afrique. Il a plusieurs fois été pressenti, même d'ailleurs comme président de la CAF. Il faut dire que, tu l'as dit, il est le président de la FEGIFOOT, de la Fédération guinéenne de football, mais il est également le président de Guinée Airlines, qui est donc la première compagnie, l'unique compagnie même d'ailleurs de transport aérien du côté de la Guinée. Il est également le président de pas mal de boîtes marketing, et tu l'as évoqué tout à l'heure, donc de CIS, qui est donc un groupe média, CIS TV et CIS Radio. Aujourd'hui en Guinée, il faut dire que c'est une référence en matière de médias privés. Et donc CIS, il faut dire, au-delà même de la CAN de la CAN des moins de 20 ans, il a également gagné toutes les CAN inférieures en dehors de la CAN senior. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier ce choix? Qu'est-ce qui peut justifier ce choix? Je pense que peut-être c'est un début de solution au problème que nous posions tout à l'heure, que la CAF veut peut-être apporter, c'est-à-dire se dire, ok, on veut bien donner les droits télé aux gros sponsors comme Canal+, Beansport et tout, mais il faudrait également qu'on encourage des groupes locaux. Je pense que ça avait déjà été le cas avec le groupe AFNEX du béninois Christian Lacnidé, si je me trompe pas. Voilà, Christian Lacnidé, qui est donc le président du groupe LCI AFNEX, qui avait déjà quand même bénéficié d'un certain nombre de droits. Et je me dis, donner également des droits à une entreprise guinéenne, qui plus est une entreprise sous-régionale, ça peut permettre de vendre assez bien la compétition, même si à mon sens, je pense que les droits n'ont pas été assez redistribués quand même, que ce soit dans la sous-région ou même dans des autres sous-régions comme l'Afrique centrale. La compétition n'a vraiment pas l'effet. Je pense qu'on est pratiquement la seule émission qui vraiment a fait un plateau spécial sur cette compétition-là, bien que le Cameroun ne participe pas à cette compétition. Alors, on va donc rester dans les médias. La gestion de la presse quand même constitue essentiellement l'un des plus gros problèmes, d'autant plus que la distance est quand même
est quand même marquante pour une compétition de la sorte. Oui, si vous avez 2 sites de compétition et si la distance entre les sites dépasse déjà les 500 km, ça devient compliqué pour des médias en Afrique. C'est-à-dire, bien entendu, que pour qu'un média puisse envoyer des délégations en mission, il faudrait qu'il y ait un budget, il faudrait qu'il y ait un retour sur. Maintenant, une fois sur place, c'est qu'on a le choix d'avoir 2 équipes dans les 2 sites. Est-ce que le budget permet cela? Ça aussi, il faut voir maintenant. Ce qui est répandu en Afrique, c'est qu'il y a eu l'expérience gabonaise pendant la Coupe d'Afrique de 2017, celle qui a gagné le Cameroun. Il n'y a que le gouvernement gabonais à cette époque-là avait mis des accompagnements spécifiques par rapport à une certaine presse. C'est-à-dire que si vous voulez faire les 4 sites de la CAN, on pouvait vous donner un ticket d'avion gratuitement, on pouvait vous prendre en charge, on pouvait assurer votre nutrition. Ça aussi, ça peut être une des astuces, une des stratégies pour le pays local de s'attirer la sympathie d'une certaine presse avec l'effet, c'est qu'il faut avoir des articles consensuels. Par exemple, on sera moins regardant sur la politique du pays, on sera moins regardant sur ce qui ne va pas. On a un devoir moral pour cela. Maintenant, on peut faire des articles qui peuvent permettre de booster le tourisme ou bien de booster les investissements dans un pays avec en relayant des nouvelles comme la stabilité, comme le PIB, comme la croissance, des choses qui peuvent intéresser les investisseurs à l'étranger. Ça, c'est ce que font généralement les gouvernements en Afrique pour pallier aux difficultés qui sont propres à l'environnement médiatique. Parce que l'autre aspect, c'est qu'il est intéressant d'avoir des contrats de médias, des droits TV. L'autre chose est de pouvoir le rentabiliser. À ce moment, ça devient un problème pour les médias. Étant entendu que si vous payez, par exemple, des droits à hauteur de 100 millions pour diffuser 2 ou 3 matchs, même au Cameroun, on ne peut pas rentabiliser 3 matchs avec 100 millions. Avec, quand on sait qu'en Afrique, généralement, le coût d'une impression publicitaire se cherche dans les 500 €, disons 350 000 francs CFA, contre le nombre d'écrans que peut avoir un match de football pour savoir un peu quel est le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser en diffusant un match. Du coup, ça devient un problème pour les grandes firmes de rentabiliser en termes d'audience TV. Maintenant, ça reste donc c'est les États maintenant qui doivent prendre tout cela en charge. D'abord, par des chaînes nationaux qui vont diffuser, étant entendu que même quand les médias en Afrique consentent à envoyer des gens en mission, il faut être capable d'assurer leur disponibilité sur tous les sites. Maintenant, si vous avez des sites, pour le cas spécifique du Niger, qui va 100-600 km, ça devient un problème. D'où je pense que l'initiative du gouvernement de mettre des mesures d'accompagnement à destination des journalistes, favoriser les visas, gérer des questions d'hébergement, gérer des questions de transfert entre les villes, je pense que c'est assez intéressant. Si la CAF et les États ne font pas ce travail, l'incidence c'est qu'il y aura moins de contenu médiatique sur l'événement et par conséquent moins d'attractivité. D'accord. Alors on va donc parler de ces équipes qui sont participantes de cette compétition. On va dire qu'on a 6 équipes, on a 8 équipes qui sont on va dire, de la zone ouest de l'Afrique. C'est quand même énorme pour une compétition de la sorte. On va donc passer la parole à Bertrand Vando qui va nous en dire plus. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Raksha, bonsoir à Toris Panel, particulièrement à Francis Donguené et à Pierre. Alors, parlons de la CAN des moins de 20 ans qui se joue depuis une semaine du côté du Niger et la forte présence des équipes ouest-africaines. Nous notons également l'absence des équipes du Maghreb qui sont pourtant considérées comme des championnats très structurés avec la forte présence des clubs dans des championnats africains et la dernière participation du mondial à la Coupe du Monde France 2018. Également la dernière victoire du Maroc au Chan. Qu'est-ce qui cause problème? Notamment, nous allons décrypter. D'ailleurs, les jeunes pépites sont très très rapidement dénichés par les recruteurs étrangers lors des tournois des jeunes qui se jouent donc ici ou ailleurs, notamment l'exemple de Chadi Yakiri du Raja de Casablanca, recruté par le Deportivo de la Corogne à 18 ans seulement. Et puis il y a près de la moitié des effectifs des équipes jeunes qui se trouvent du côté de l'étranger.
âgés, ce qui rend difficile le regroupement des sélectionneurs lorsqu'il y a des compétitions. Et il y a également que les dirigeants des clubs sont très concentrés sur les équipes premières à la recherche des résultats immédiats. Je note par exemple les transferts de Fabrice Nga, le Camerounais, dans le Raja de Casablanca, ou de Alain Traoré, l'international burkinabé. Nous allons aussi noter que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja, a donc compris depuis 2014 et a mis en place un directeur technique national au nom de Nasser Larguette pour la transformation du football local. Ainsi, donc, il y a une formation des cadres, des entraîneurs, des jeunes et des préparateurs physiques, et une somme de 150 millions d'euros a été mise en place pour la construction de 99 terrains synthétiques, 12 terrains gazonnés et 5 centres fédéraux de formation jeunes dans toute l'étendue du territoire. Nous allons également, n'est-ce pas, vous faire savoir que 61,5% de l'effectif du Maroc qui était présent au mondial était composé des binationaux, donc des joueurs qui ont été formés à l'extérieur, ce qui n'est pas du tout normal lorsqu'on veut révolutionner le football jeune dans un pays. Alors, on a décidé ici avec le directeur technique national de donner plus de confiance aux joueurs du terroir, de multiplier les regroupements et de transformer ce football local avec la mise en place des structures jeunes qui se multiplient de part et d'autre. Notons, Racha, pour terminer, que le Maroc a joué sa dernière CAN de moins de 20 ans. C'était en 2005 avec à la clé une 4e place et une qualification à la Coupe du Monde de la même année. C'était en Hollande. Et le Maroc est sorti 4e dans cette Coupe du Monde. Et puis, c'est la 7e fois que cette équipe est éliminée en phase qualificative de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Et le bas blesse parce que c'est la Mauritanie qui a sorti le Maroc dans cette phase éliminatoire. Ainsi, le mal est profond. Le président de la Fédération royale marocaine de football l'a compris et le travail est mis en place pour que dans l'horizon 2020 à 2025, les résultats commencent, n'est-ce pas, à porter des fruits. Alors, merci pour ce plan détaillé, Bertrand Bondo. Et je vais donner la parole directement à Franck, qui va nous dire, est-ce que selon toi, il y a une tactique spéciale pour qu'il n'y ait que des jeunes de l'Afrique de l'Ouest qui participent à la compétition de cette saison? C'est vrai que la question, elle se pose quand même, elle se pose assez. Je pense que même Bertrand, qui actuellement est votre correspondant dans le Maghreb, l'a encore dit tout à l'heure, beaucoup de gens se demandent mais comment est-ce que c'est possible, puisque on sait quand même qu'en termes de formation, les pays du Maghreb mettent énormément d'argent dans la formation des jeunes. Mais comment est-ce qu'en catégorie jeune, ça passe difficilement? C'est pas moi qui vais élever ce débat, c'est pas moi qui vais élever la polémique. Par contre, il y a le président de la CAF quand même, qui est le président de la CAF, qui a quand même levé quand même un certain équivoque. Je ne dis pas que c'est le cas. Je vais juste aller dans le même sens que le président Ahmad Ahmad, qui disait quand même que au niveau de l'âge, il y a souvent quand même des soucis. Et il a dit clairement, il a dit que on remarque quand même que les pays d'Afrique de l'Ouest quand même ne sont pas toujours, c'est pas tous, mais ne sont pas toujours très très honnêtes au niveau de l'âge, et ce qui fait en sorte que dans les catégories inférieures, pour ceux des pays qui respectent réellement l'âge, ils ont du mal à faire face quand même. Quand on voit la compétition quand même depuis le début, les joueurs quand même d'Afrique de l'Ouest, on a l'impression quand même qu'ils sont assez baraqués, pour des joueurs qui sont censés avoir moins de 20 ans. C'est un problème. Je ne dis pas. Après, ça peut être morphologique, ça peut être génétique. Moi, je ne m'y connais pas en génétique, mais peut-être ça peut également, il faut dire que ça peut également jouer. Et ce débat quand même aujourd'hui est assez récurrent. C'est vrai qu'à un moment, on a même dû adopter des techniques comme l'IRM, c'est-à-dire faire des scanners des joueurs. On a même utilisé la technique du poignet. Mais c'est un problème qui a vraiment du mal à être. Moi, je ne vais pas lever cette polémique ici, mais il faut dire quand même que peut-être au niveau du management, parce qu'il faut dire quand même que nous ne mentons pas, le Ghana a eu ces soucis-là. Je crois qu'il y a des joueurs des catégories qui ont totalement été suspendus des compétitions des moins de 17 ans, que ce soit au Ghana, que ce soit... Bon, après, ça peut être simplement dû à la morphologie ou peut-être à la génétique aussi. Ok, on va donc donner l'accord à la morphologie, à la génétique. C'est Franck Gisselin qui l'a dit. Non, c'est pas moi, c'est le président de la CAF. Ici, sur le plateau, c'est Franck Gisselin qui l'a dit. C'est le président de la CAF qui a levé l'équivoque, en fait. D'accord. Alors, on va faire un clin d'œil sur l'hymne de la CAN Total U20
du Niger. Prenons ce reportage de nos confrères d'Africa 24 et on revient sur le plateau. U20 2019, Niamey Maradi pour tous les matchs. Amateurs du ballon rond, sortez en masse. Yeah. Niger 2019, c'est la jeunesse. Taper le ballon, c'est le fair play. Le Niger debout, la joie est partout, la chaleur autour de nous, Africa au rendez-vous. C'est la jeunesse, taper le ballon, c'est le fair play. Le Niger debout, la joie est partout, la chaleur autour de nous, Africa au rendez-vous. Votre mafata, il met Afrique, Zay, Aïr Machabise, Niger la Bongo de la Kalkanai, Aïr Machabise, Niger la Kalkanai, la Buno, Makil Chabise, Idi cette coupe au Margado. Jouons dans le fair play 1 et 2, jeunesse africaine, Inamouké. L'Afrique a le talent, tu le sais, Yaran Africa, Bémouké. Fin tes frappes, petit pont. Sortons et soutenons nos leaders de demain. Sortez de pain. On a écouté cette belle mélodie, cet hymne de la CAN des U20. On va donc parler de cet hymne. D'abord, il faut dire que ce sont les jeunes qui ont composé cet hymne et il peut quand même dire qu'on peut l'apprécier, Yves. Je ne suis pas Mozart. Non, mais il faut encourager les jeunes quand même. Non, moi je suis de l'école du résultat. Encourager c'est une chose, mais il faudrait au moins qu'on soit sur la marche de l'excellence ou bien de... Donc tu n'encourages pas? J'encourage. Ah, merci. Mais à demi-mot, on va dire. Ok, parlons donc de sponsoring, c'était juste un clin d'œil. Parlons donc de sponsoring et de merchandising, des compétitions jeunes en Afrique. Et qu'est-ce qui coince réellement, Franck? Bon, déjà, rapidement, puisqu'on parle de merchandising, on ne peut pas parler de merchandising si on ne parle pas de l'identité visuelle. Oui. Donc, entre autres, l'hymne, la mascotte et tout ce qui va avec. Bon, déjà, il faut dire que, voilà, c'est rare qu'on voie déjà l'hymne même d'abord dans des compétitions inférieures. C'est très rare. Si après, le Niger a travaillé un hymne, j'ai vu également une mascotte, ce qui est déjà énorme quand même en termes de... C'est-à-dire qu'au moins du côté du Niger, les autorités ont compris aujourd'hui ce que représente cette identité visuelle. Et maintenant, c'est cette identité qui est donc déclinée justement en support additif qui justement font l'objet du merchandising. Je pense que le sponsoring, on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et je pense que Yannick l'a bien expliqué, il est très difficile aujourd'hui pour des entreprises au niveau local de véritablement avoir des tickets d'entrée pour être des sponsors d'une telle compétition. Par contre, quand même, au niveau la mascotte, elle est pas mal. Moi, j'ai bien aimé la mascotte. Elle est pas mal. Ça peut faire l'objet de porte-clés, de, je sais pas, de tout ce que vous voulez, et ça peut se vendre. Maintenant, après, pour que ça se vende, il faudrait que derrière, il y ait un véritable travail marketing, un travail de médiatisation qui soit fait. Donc, ça revient à ce qu'on posait tout à l'heure comme problème. La médiatisation est assez faible, à mon sens. Et c'est d'autant plus faible qu'on a l'impression que même la télévision nigérienne, je crois que c'est Sahel TV, peut-être je vais me retrouver dans mes papiers tout à l'heure, même la télévision nigérienne a eu du mal véritablement à avoir les droits de cette compétition-là. C'est-à-dire qu'on a, au niveau local, si la télévision nigérienne qui est donc là dans le territoire où organiser la compétition, on veut diffuser la compétition, il faudrait qu'elle ait l'accord d'un groupe média guinéen qui est donc CIS. Et donc vous comprenez que c'est vraiment difficile. Si la médiatisation n'est pas bonne, les gens ne vont pas acheter les produits dérivés et les sponsors. Alors je vais donc donner la parole à Francis pour qu'il conclue avec ce thème de merchandising. En quelques minutes. Déjà, tout ça, je veux dire, dans tout ce qu'on va dire, droit marketing, droit télé, il faut faire un rapport entre les coûts de production et les bénéfices. C'est-à-dire, quand on dit merchandising, traditionnellement, pourquoi on ne se paye pas, c'est des produits dérivés. Et quand on parle de produits, on peut comprendre qu'il y a un coût de la conception, la réalisation, la production, jusqu'au circuit de distribution. Pendant toutes ces étapes, il y a un budget à dégager. Maintenant, comment on fait pour rentabiliser, pour entrer dans ces frais? Ça, il y a toute la problématique. En Afrique, c'est encore difficile parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, gérer la question des droits
D'abord, j'ai des droits marketing, ok, il va me concevoir un produit. Est-ce que j'ai des moyens? Est-ce qu'il y a un environnement répressif d'abord pour combattre le faux et la duplicité? Dès que je veux mettre un maillot avec le logo, le nom des joueurs, est-ce que la concurrence ne peut pas s'établir dans le faux et tout le reste? Voilà l'un des grands éléments qui limite un peu l'évolution du merchandising en Afrique. Le problème légal. Oui. Est-ce que si je produis mon maillot, par exemple, mon porte-clés, est-ce qu'on ne peut pas le voir dupliqué à côté? Comment on fait pour réprimer ça? À ce moment-là, ce n'est pas tant le manque de volonté des entreprises qui ont acquis les droits marketing pour pouvoir commercialiser les produits dérivés qui est un problème, mais c'est la capacité des États en Afrique à pouvoir garantir à ces opérateurs-là que non seulement leur produit sera commercialisé dans la filière légale et donner des garanties que le faux ne sera pas combattu. On n'a qu'à voir aussi avec les maillots des grands clubs, rarement tout ce qu'on voit, 80% est de la filière frauduleuse. Donc du coup, ça devient un problème pour des agences qui ont les droits de pouvoir développer ce secteur-là. Merci Yannick. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, c'est une édition très très spéciale et je ne vais pas gâcher la surprise. La surprise continue. On a parlé des U20, on a parlé de nos jeunes. On va parler d'un jeune spécial. Ce jeune spécial qui a reçu beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Laissons-nous regarder, laissons-le regarder. Je ne vais pas donner son nom même comme il m'a engueulé. Laissons-le regarder et je te demande d'apprécier Francis Langueli. J'espère que tu vas bien en ce merveilleux jour qui est le tien. Moi, Raksha, je décide de te faire cette petite vidéo pour te souhaiter un très très bon joyeux anniversaire. Et j'espère qu'en cette journée qui est la tienne, tu auras beaucoup de meilleurs vœux comme celui-ci. Et tout le fil et tout le nombre d'années dont on se connaît, j'espère que grâce à Dieu, encore et encore, ton pas avancera et que tu auras tout le meilleur dans ta vie. Passe une très bonne journée et surtout, n'abuse pas. Bye bye. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Francis Langueli pour ses 1 an de plus. Alors Frangin, joyeux anniversaire à toi pour tes 1 an de plus. Donc je te demande de rester tel que tu es. Tu as été mon consultant dans mes émissions à Afrique 2 Radio et à Sky One Radio avant que je parte du pays. Et on continue à bosser ensemble, n'est-ce pas? Ça montre l'esprit d'équipe qui est en toi. Tu inspires beaucoup de jeunes et puis de par ton dynamisme, de par ta façon de travailler, ta façon de faire. Alors, Frangin, il faut rester tel que tu es et puis surtout que tu profites de ta journée. Happy birthday, bro, surtout et surtout, pas d'excès. Alors, c'est ton jour, Frangin, de l'anniversaire. Mais surtout, beaucoup de succès, que le bon Dieu t'accompagne dans tes entreprises. Reste un Frangin et tu verras que beaucoup de choses iront mieux. Alors, le gâteau il est où? Rachka, il est où le gâteau? Joyeux anniversaire Frangin, nous sommes ensemble.
Ok, je vais encore une fois de plus. J'ai trop souffert pour préparer cet anniversaire surprise. Wow. Avec Tatou, avec le Douce, avec Bertrand Bondon. Et faut dire que c'est pourquoi je suis arrivée en retard aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu préparé cette surprise. Et joyeux anniversaire. Merci. Je croyais que j'avais oublié. Non, en fait, mais je ne peux pas oublier. Alors, joyeux anniversaire et on va te demander de te placer quand même devant et de nous dire un mot. On est toujours dans le cadre de l'émission. Bon, là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de micro là-bas. Donc, peut-être je vais le faire. Non, pas de micro. Non, vraiment. Je peux l'ouvrir déjà? Oui, tu peux. Voilà. Vraiment, je suis particulièrement touché. C'est la toute première fois de ma vie qu'on m'offre un gâteau. Ça paraît très drôle, mais c'est la toute première fois de ma vie qu'on m'offre un gâteau d'anniversaire pour mon anniversaire. Comme quoi, sport business squad sur un plateau télé. Mais vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont pensé à moi. Merci à ma famille. Je remercie ma mère parce que je crois que sans elle, je ne serais pas ici. Donc, merci également à tous ceux qui ont toujours cru en nous depuis qu'on a lancé ce projet. Merci à toi, Raksha. Peut-être on ne le dit pas assez. On se connaît depuis quoi, le lycée, carrément. 12 ans. Donc, voilà, ça fait pratiquement 12 ans. Donc, ça touche également. Et merci à toute la famille, à Tatou qui m'a un traître. Je savais même pas, il prépare un truc dans mon dos. Merci à Tatou qui est devenu plus qu'un frère. Merci à Yannick qui sont aujourd'hui plus que des frères. Donc merci à toute l'équipe Sport Business Squad. On les voit peut-être pas, je sais pas, ils vont peut-être nous rejoindre. Oui, je veux qu'ils viennent nous rejoindre. J'ai besoin de Ledou, j'ai besoin de Gabriel, j'ai besoin de tous ceux qui sont là. Il y a Yolène également, tout le monde, le père Mathieu, tout le monde. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et bon, Ledou, voici mon appui. On a besoin de vous. On est en train de grignoter le merci beaucoup à toute l'équipe. Le plan, voilà. Ça, c'est l'équipe SBS Sport Business Squad. Et on a organisé l'anniversaire de Francis Longueré. Il y a William qui n'est pas là. Oui, il y a les Christians qui ne sont pas là. Yolène. Il y a les Christians qui ne sont pas là. Et on dit donc merci aussi aux promoteurs qui nous permettent tous les jours, tous les vendredis, tous les week-ends, tous les dimanches, autant pour moi, de pouvoir produire cette émission et qui passe aujourd'hui. On est tous jeunes. Il y a le couteau pour le gâteau. Il y a le couteau, bien sûr. On est tous jeunes. Et il faut bien commencer ce gâteau quand même. On l'a quand même payé en cher. Donc, attendez, je vais. Voilà, Tatou, s'il te plaît. Je vais bien là. Oui. Je vais le tirer légèrement comme ça. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de caméra pour zoomer là-dessus. Voilà. En fait, c'est écrit bon anniversaire, Francis Longueré. On va laisser la place à l'émission qui nous suit. Je pense qu'on a grignoté assez de votre temps. On a encore besoin de vous. J'ai pas fini avec vous. J'ai encore besoin de vous autour de moi. Ledou, j'ai besoin de toi. Voilà, il faut qu'on conclue ensemble quand même. Ah, d'accord. Alors, c'est notre conclusion. C'est une émission spéciale, je vous l'ai dit. Alors, on va conclure en disant... Bon, nous tous, on va dire joyeux anniversaire, Francis Longueré. 1, 2, 3. Ouais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. LGO. Happy birthday to you. Bon week-end à vous. Il a pleuré. C'est normal. Bon week-end à vous et on se retrouve dimanche prochain. On vous aime.